Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc bien sûr ensuite que sur un plan symbolique, cet appel il est très fort, mais dans l'immédiat, il ne déclenche pas grand-chose. D'ailleurs, souvent par un raccourci de l'histoire, on va expliquer que les quelques milliers de jeunes qui quittent la France au cours de ces journées, 18, 19, 20 juin, le font pour rejoindre le général de Gaulle. En réalité, si on regarde les témoignages précis de ces jeunes, je pense à Daniel Cordier, par exemple, le futur secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier a bien expliqué que pas du tout. Ces jeunes partent pour rejoindre la Grande-Bretagne, qui est le pays qui continue la lutte. Et ils espèrent s'enrôler dans l'armée britannique, en fait, ou dans une légion étrangère. Et c'est qu'en arrivant en Angleterre, bien souvent, qu'ils apprennent l'existence du général de Gaulle, de ces Français libres qui se mettent en place. Et évidemment, ils vont préférer combattre sous uniforme français plutôt que sous uniforme britannique. Mais voilà, effectivement, il y a une résistance extérieure qui apparaît dès l'été 1940 avec la France libre, mais qui va rassembler quand même très peu de volontaires, parce qu'il faut bien comprendre que rejoindre Londres, c'est accepter des sacrifices considérables. Bien sûr, laisser sa famille. D'abord l'exil. Partir dans un autre pays. Surtout l'Angleterre. Abandonner sa famille. Voilà. Donc, il faut aussi que des choses se passent à l'intérieur, en France même. Et c'est là où la résistance, en fait, ce sont des organisations nouvelles qui n'existaient pas, qui vont se créer progressivement pour incarner cette résistance intérieure. Il va y avoir deux types d'organisations qui vont avoir des tâches assez différentes, en fait. D'un côté, les mouvements de résistance qui mènent des actions plutôt politiques. On va éditer des tracts clandestins, des journaux clandestins pour contrer la propagande allemande et la propagande du régime de Vichy. Les grands mouvements, c'est par exemple en zone sud, Libération Sud, Francs-Tireurs, Combat, le mouvement d'Henri Freinet. En zone nord, il y a l'organisation civile et militaire, Libération Nord, ceux de la résistance. Voilà. Et puis, vous avez les réseaux. Les réseaux qui mènent davantage des actions de renseignement, des actions d'évasion, de sauvetage. Et les réseaux, c'est par exemple le réseau Alliance de Marie-Madeleine Fourcade. 250 réseaux seront homologués à la fin de la guerre. Et il y a dans la résistance, si vous voulez, une forme de cloisonnement des activités. Si on est dans un mouvement, on n'est pas forcément dans un réseau. Tout ça pour mieux faire déjouer la répression. En fait. Bien sûr. Évidemment, si vous êtes dans toutes les organisations, votre arrestation va menacer toutes ces organisations. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que, là on est en 40-41, dans les missions dont j'ai parlé, il n'y a pas d'action armée, il n'y a pas la lutte armée. Il y a des actions politiques, occuper le terrain pour essayer de réveiller l'opinion française, pour essayer de réveiller le patriotisme des Français après la défaite, alors que le pays est traumatisé, et ce traumatisme fait qu'une majorité des Français se sont ralliés au maréchal Pétain. Et puis des actions de renseignement, obtenir des renseignements sur les positions allemandes en France qui pourront servir les Britanniques, des actions de sauvetage, notamment aider les prisonniers de guerre français qui se sont évadés à rentrer en zone sud, aider des soldats alliés, notamment des soldats britanniques qui se trouvent coincés sur le territoire français, qui ont besoin de repartir, de rentrer en Grande-Bretagne. Voilà. Mais il n'y a pas au départ d'action militaire. La lutte armée, les premiers à la prôner, ce seront les communistes. Au moment de ce gros ce moment de bascule qu'est l'été 1941 du fait de l'opération Barbarossa, l'attaque de l'URSS par le Reich, qui fait du coup changer de ligne le Parti communiste. Les communistes renouent avec l'antifascisme d'avant-guerre. Et il faut bien le dire, sur des directives qui viennent de Moscou, en fait, le Parti communiste va prôner la lutte armée, d'où les premiers attentats, notamment l'attentat au métro Barbès-Rochechouart le 21 août 1941 à Paris. Donc on est en août 1941. Mais à ce moment-là, la lutte armée ne fait pas du tout consensus. D'accord. Les communistes sont les seuls à la prôner. Et les méthodes utilisées, en fait, sont des sabotages, des exécutions d'officiers allemands, un peu pris au hasard.
Mais tout ça entraîne bien sûr des représailles sur la population civile, des exécutions d'otages, l'exécution de Guy Môquet, par exemple, au camp de Châteaubriand en octobre 1941. Et le général de Gaulle, par exemple, à ce moment-là, les condamne les actions armées menées par le Parti communiste. Je savais pas. Et du coup, il faut attendre, je dirais, la fin de l'année 42, novembre 42 en fait, avec le débarquement en Afrique du Nord, pour que là, la question de la lutte armée commence à se préciser. Tout simplement parce qu'à partir du moment où les Alliés sont en Afrique du Nord, on se dit que bientôt, un débarquement aura lieu en France et qu'il faut que la résistance puisse prendre sa part à la bataille pour la libération du pays. Et c'est pour ça que des structures vont se mettre en place. L'armée secrète, qui dépend des mouvements de la résistance, l'ORA, l'organisation de la résistance armée, avec d'anciens militaires qui vont faire le choix de la résistance après l'occupation de la zone sud. Et puis surtout, à partir du printemps et de l'été 43, vous avez l'essor des maquis. Ces maquis de jeunes réfractaires qui, au départ, ne sont que des camps refuges, des camps où les jeunes Français qui ne veulent pas partir travailler en Allemagne au titre du STO vont se cacher. Mais progressivement, entre la fin du printemps et l'automne 43, la résistance va encadrer ces maquis pour en faire des unités combattantes. Et ils ne sont pas si nombreux, les maquisards, mais ils sont quand même quelques dizaines de milliers. Et c'est très important parce que ça va permettre à la résistance intérieure d'avoir des troupes. Alors qu'avant 1943, la résistance intérieure, c'est des organigrammes, c'est quelques clandestins, mais il n'y a pas de troupes prêtes à se battre. La France libre, oui, vous avez les Français libres qui participent à des batailles sur les théâtres d'opérations extérieures, la victoire de Koufra par Leclerc, la résistance des hommes de Koenig à Bir Hakeim. Voilà. Mais la résistance intérieure, elle n'avait pas de troupes. Avec les maquis, désormais, elle se dote de troupes. Et au début de l'année 44, lorsque là, la perspective du débarquement se précise vraiment, on va amalgamer l'ensemble de ces troupes résistantes au sein des FFI, Forces françaises de l'intérieur. C'est invraisemblable parce que c'est extrêmement tard tout ça. Moi, j'étais loin d'imaginer que c'était aussi tard. Je pensais même qu'il y avait un basculement à partir du moment où les Américains étaient entrés en guerre, étaient entrés vraiment dans la danse. Mais ce que vous dites, ça m'étonne, quoi. Novembre 42, c'est novembre 41, novembre 42, ouais. Oui, alors, ce qui est plus précoce, je dirais, ce sont les basculements de l'opinion. Ouais. Effectivement, cette opinion traumatisée par la défaite, qui a tendance à se raccrocher à la figure du maréchal Pétain à la fin de l'année 40, au début de l'année 41, cette opinion, elle bascule entre la fin du printemps 41 et la fin de l'année 41. Sous l'effet, effectivement, d'une guerre dont le cours est un peu en train de changer avec la résistance des Soviétiques à l'Est, l'entrée en guerre des États-Unis, et sous l'effet aussi d'un régime de Vichy qui s'enfonce de plus en plus dans la collaboration. Et ça, il faut le dire, malgré tout, les Français, s'ils ont pu soutenir Pétain à un moment donné, ils ont toujours été majoritairement très contre la collaboration qui consiste à s'allier avec l'ennemi d'hier. Donc les revirements de l'opinion, eux, effectivement, s'effectuent entre la fin du printemps 41 et, je dirais, le début de l'année 42. Comment on arrive à... Parce que l'opinion publique, c'est très difficile à juger, à comprendre. Comment on ressent ce basculement? À quoi vous le voyez? Alors, il y a une source formidable pour la période de l'occupation. Ce sont les archives du contrôle technique. Le contrôle technique, c'est une institution qui a été créée au tout début de la guerre, en septembre 1939, et du coup qui a été confortée par le nouveau pouvoir en place après la défaite, le régime de Vichy. Et en fait, c'est une institution de censure qui consiste à étudier les conversations des Français. D'accord. Donc, on écoute les conversations téléphoniques. En fait, toutes les conversations téléphoniques, il y avait des services qui les écoutaient. Et on épluche les lettres qui sont envoyées par les Français. Et le contrôle technique, à partir de ces correspondances, donc il y a quand même des milliers de correspondances épluchées, rédige chaque quinzaine des rapports sur les évolutions de l'opinion. Et donc, pour la période, c'est un petit peu l'équivalent des sondages d'aujourd'hui, si vous voulez. Je comprends, ouais. Mais pour la période, il y a cet instrument qui nous permet de vraiment voir très finement les évolutions de l'opinion et aussi les variations selon les zones d'occupation. Enfin, les endroits, zones, ouais. voilà, parce que ça c'est aussi très important. Il faut toujours rappeler que la France, après la défaite, il n'y a plus un pays, il y en a plusieurs. Oui, c'est ça. Vous avez une zone occupée au nord, une zone dite libre au sud,
les départements du Nord qui sont rattachés à Bruxelles, l'Alsace annexée, voilà. Et tout ça fait que la période, on la vit différemment si on est dans une zone qui n'est pas occupée jusqu'en novembre 1942 ou si on est en zone occupée. Voilà. Et on le voit très clairement à travers les rapports du contrôle technique.